Paul, on va revenir un petit peu en Belgique. Donc en Belgique, donc les rallyes sont d'immenses succès. C'est vraiment un niveau succès populaire. Pourquoi n'y a-t-il pas un, deux, trois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de manche WRC avant ça? Parce qu'il y avait donc avant cette année, donc avant 2021. Parce que c'est vraiment parmi les plus grands rallyes. Donc il y a Spa, il y a le Condro. Enfin, vous avez des super rallyes en Belgique, mais pendant très longtemps, donc il n'y a pas eu de rallye en Belgique en championnat du monde. Écoute, c'est très facile à comprendre. Il y a deux raisons à ça. Oui, il y a peut-être une troisième, enfin, non, je dirais, oui, il y a peut-être trois raisons. La première, c'est la concentration. La concentration, comment on appelle ça, la densité démographique. Il y a tellement de monde en Belgique, je veux dire, tu as des villages partout. C'est très difficile d'arriver à tracer des spéciales qui ne traversent pas des villages. Donc ça, c'est compliqué. Quand je vais en France, je souris toujours. Vous avez de l'espace, mais vous ne vous rendez pas compte l'espace que vous avez dans la France. À part les villes, elle est déserte. Même dans les Je m'en suis rendu compte en venant en Belgique, oui. Le désert, écoute, c'est très simple. En Belgique, tu t'arrêtes n'importe où, sur une route déserte, en pleine campagne. Il y a un village à 2 bornes et tu vois un autre village à 3 bornes. Et voilà. Tu t'arrêtes, tu restes là, tu coupes ton moteur. Dans les 30 secondes, il y a un type qui arrive qui klaxonne. Tu déranges. Si tu fais l'expérience en France, tu arrives à 2 minutes. Si tu fais ça, l'expérience en Argentine, je l'ai faite, hein, ben, tu montes à 7 minutes. Tu vois. Bon, concentration démographique rend très compliqué l'organisation d'un rallye. Deuxièmement, la puissance économique de la Belgique. Il ne faut pas se le cacher. Organiser un rallye, c'est lourd, c'est cher, c'est coûteux. D'ailleurs, tous les mecs qui organisent des rallyes en championnat du monde tirent la langue, ça je peux vous le dire, il n'y a personne qui rigole. Je vous rappellerai que l'Allemagne a renoncé, que la Finlande a renoncé l'année dernière, que le Mexique a disparu, et pourtant organisé par des Français d'origine, la famille Somerville, des cracks, des malins, des intelligents, avec une grosse puissance financière, celle de Corona la bière, qui fait d'ailleurs partie du groupe Interbrew, qui est belge, comme c'est étonnant, n'est-ce pas? Bref, non, les rallyes souffrent, l'Argentine n'est plus là, pas évident, l'Australie n'est plus là. Donc, en Belgique, arriver à trouver 3 millions d'euros ou 4 millions d'euros pour organiser un rallye, c'est pas évident. Nous n'avons plus en Belgique de grandes entreprises capables de soutenir ce genre d'activité qui aujourd'hui est un peu à contre-courant de l'évolution de la société. Le rallye, ça sent mauvais, c'est dangereux, ça fait du bruit, ça traverse les villages en Belgique, ça traverse trop de villages, les maires ne sont pas d'accord, les bourgmestres ne sont pas contents, on a peur de déranger, pas évident. Et puis, en fait, il y a peut-être une troisième raison aussi, c'est que dans l'histoire des rallyes, il y a les incontournables, le Monte-Carlo, petit à petit la Suède, la Finlande, la Corse qui malheureusement a disparu. Tout ça, c'était des rallyes mythiques et la Belgique ne faisait pas partie de ce portefeuille-là des rallyes mythiques. Donc, lorsqu'il s'est agi d'être candidat en championnat du monde, je peux vous dire que j'ai porté il y a 97 de mémoire, 96. J'ai porté 2 dossiers chez David Richards, qui était le boss de WRC à l'époque, pour tenter de le convaincre de faire ces 2 rallyes en Belgique. C'était 2 projets concurrents et je lui ai porté fidèlement les projets. Et il y avait un projet qui était plus luxembourgeois, donc qui était Benelux, qui était Belgique, un peu de Hollande et beaucoup de Luxembourg. Et il y avait un autre projet qui était déjà Ypres. Ça, je m'en souviens, oui. Et puis en Wallonie, etc. Et finalement, pour David Richards, c'était pas assez sexy. David Richards préférait l'Indonésie, le Japon, voilà, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des destinations qui font rêver en fait. Et aussi, je peux bien vous le dire, c'est assez con, mais c'est vrai, David Richards rêvait d'un championnat du monde qui se déroulerait toute l'année au soleil. Et oui, à part le Monte-Carlo et la Suède, mais sinon, il voulait un championnat du monde fully sunshine, soleil toute l'année. Et comme en Belgique, on ne pouvait pas lui garantir qu'on n'aurait pas une drache nationale de temps en temps, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore de sécheresse comme celle qu'on vient d'avoir durant les dernières années, où il n'est pas tombé une goutte pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 3 mois, 4 mois. Non, mais voilà, il y a 15 ans. C'était donc une raison météo, une raison économique et une raison, je ne sais plus laquelle la première, oui, démographique. Voilà.
en Belgique, donc vous avez 4 pointures qui ont percé. Donc il y a Bruno Thierry, il y a Freddy Loax, il y a François Duval et Thierry Neuville. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit mot sur chacun? Tu en oublies un qui est Marc Duet. Oui. Ah. Et puis tu oublies aussi Mademoiselle Thirion. Il y a Patrice Nayers aussi. Mademoiselle Thirion, qui fut la première à gagner. La première à remporter le Tour de Corse, oui, effectivement. Ouais. C'est marrant parce que je voyais récemment que le premier président de la Fédération internationale de l'automobile était belge, a été belge, et je ne le savais même pas. Alors, je ne sais pas non plus. Alors bon, écoute, Marc Duet est un type qui a ouvert les portes. Hein. C'est un type génial. Et puis il a eu le sponsoring de Fina, de Bastos, de Belga, de Bastos, de Fina. Enfin, il a été sponsorisé par toutes les grandes firmes belges à l'époque. Et il a ouvert la voie. Il a montré qu'on pouvait s'attaquer aux grandes vedettes à l'étranger. Il a fait des tours de Corse fabuleux. Il a fait, bref, il était pilote ensuite d'essai chez Toyota, donc c'était énorme. À l'époque du très grand Toyota Team Europe. Bref, ensuite il y a eu Bruno Thierry qui, à mon avis, n'a vraiment pas eu de chance. N'a vraiment pas eu de chance. Il était juste redoutable. Il faut se rappeler qu'il luttait à armes égales avec François Delecourt et que tout le monde le voyait bouffer par Frentard. Et non, il lui résistait. Et dans certaines spéciales de son premier Monte-Carlo à armes égales avec Delecourt, l'épouvantail François, eh bien, il y avait discussion entre eux. C'était incroyable quand même. Ensuite, ça a continué au Portugal, en Suède et partout. Et puis finalement, Bruno aurait pu gagner ce Tour de Corse. Il aurait dû le gagner. Il l'avait gagné fondamentalement. Et j'ai bien aimé l'autre jour Didier Auriol qui m'a dit, oui, c'est vrai, je dois avouer que j'ai été arrogant sur le podium quand j'ai dit c'est toujours le meilleur qui gagne. C'est pas vrai. Bruno avait gagné. Et je regrette de l'avoir dit. Étonnant. Non, Bruno était donc respecté. Il était considéré comme un pilote extrêmement rapide et il n'est jamais parvenu à concrétiser ça. Quand je pense qu'il était en tête de l'Argentine, de l'Acropole, pratiquement en tête de l'Australie, à la première fois, hein, à ses premières participations, c'est juste dingue, quoi. Oui, non, il n'est pas parvenu à concrétiser. Ensuite, Ford a été un peu fragile en ce qui le concerne. Et puis, il est allé chez Subaru à la pire époque. La Subaru n'avançait pas ou plus. Les Pirelli étaient trop mauvais. Et Bruno, il s'est pris des valises, quoi. C'est juste dommage. Et puis, sa carrière a commencé à vivoter. Et puis voilà, il était un peu pilote d'usine pour Seat, mais ce n'était pas grand-chose. Et puis, il a roulé en Skoda, et puis il s'est fait tous les malheurs du monde. Hein. En Skoda, il a un terrible accident avec Stéphane Prévost au Kenya. Ils sont tous les deux à l'hosto, ou en tout cas Stéphane est à l'hosto. Tu nous parles avant, si je me souviens bien. Oui. Et puis ensuite, Bruno a un terrible accident de connaissance avec Kankkunen aussi au Kenya. Ils étaient tombés en panne, Kankkunen s'arrête, il dit à Bruno et à Stéphane de monter derrière, et puis ils roulent sur cette piste défoncée, ils sont en connaissance. Hein. Et puis à un moment donné, il y a un choc terrible, Bruno retombe sur la transversale de la barre à l'arrière et il se pète 3 côtes. Quoi. Enfin, il est donc 6 mois HS. Non, c'est voilà. Puis Bruno, vraiment, c'est la poisse. Hein. Après, Freddy Loax, hyper rapide en Toyota, hyper rapide en Opel juste avant. Un des pilotes les plus rapides du monde, quoi. Mais vraiment, ce type, on n'en revenait pas. Perso, je n'en revenais pas qu'il soit aussi performant. Il était toujours humble, toujours discret. Et puis, donc, quand il a signé chez Mitsubishi, je me rappelle du titre d'un canard belge bien informé, qui disait « La question n'est pas de savoir cette année qui va gagner des rallyes de championnat du monde entre Bruno Thierry, Freddy Loax et François Duval, mais lequel des deux gagnera le premier rallye et lequel des deux sera champion du monde le premier ?» On marchait sur un nuage. Et puis pour Freddy Loax, il a signé chez Mitsubishi, qui est en fait pratiquement Kylian Mbappé qui signe au Real de Madrid, hein, ou à Barcelone. Hein. Ok. Eh bien, il n'y a plus rien qui va. Freddy ne peut pas piloter la Mitsubishi. Elle était construite pour Tommy Mäkinen et personne ne pourra le conduire. Hein. Pierre Oliatti, Ogali, François Delecourt et Gilles Panizzi, personne ne pourra la conduire. C'est cette bagnole construite autour de Mäkinen. Et donc, voilà la fin de carrière anticipée de Freddy qui se retrouve chez Peugeot avec aussi la 307 qui était un autre chameau à conduire
Et voilà, rappelez-vous que quand même, Marco Martin a eu un accident extraordinairement grave avec cette voiture qui était vicieuse, il faut bien le dire. Et puis enfin, il y a François Duval. Alors François Duval, je peux en faire 2 caisses parce que je le connais mais tellement bien. Je suis devenu grand ami avec son papa René et donc très vite j'ai eu les confidences de René. François était taillé pour gagner mais n'était pas taillé pour se faire chier. C'est assez paradoxal, mais ce gars était capable de tout gagner, plus fort que Kalle Rovanperä, hein, plus fort que Oliver Solberg, mais dans le même genre. À 3 ans déjà sur un vélo, à 4 ans sur une petite moto, à 5 ans sur un vélo moteur, à 6 ans, etc. À 6 ans dans un karting. À 12 ans, François Duval était pratiquement déjà un pilote complet. À 14 ans, il rentrait les voitures dans le showroom de son père, c'est un garagiste. Il les rentrait au frein à main et il les alignait contre le mur. Vous vous rendez compte? À 16 ans, il conduisait dans la région, tout le monde le savait. Il pilotait la voiture sur toutes les voitures sans permis. Et les gendarmes, la police fermaient les yeux parce que c'était un régal de voir passer le François Duval. Vous n'imaginez pas, c'est un phénomène. Donc, quand il a commencé en rallye, on s'est dit il va gagner. De fait, il a gagné son premier rallye, son deuxième rallye. Il a tout gagné. Il est passé d'une AX à la Toyota de son père, Toyota Celica, mais il est en tête de son premier rallye. Et il est extraordinaire. Je parviens à convaincre Michel Mouton de l'emmener à la course des champions aux Canaries. Et François, je crois, il a 20 ans, 21 ans. Et Sébastien Loeb est là aussi. Je vous jure que c'est vrai. Et Sébastien ne m'en veut pas de le raconter parce que c'est la vérité. Il se retrouve à faire une course là avec des Yaris, je pense, ou des Supra, enfin je ne sais plus, Corolla, peu importe, des groupes N-1. Et sur cette course de 3 tours du circuit, François Duval met un demi-tour à Sébastien Loeb. Vous vous rendez compte? Un demi-tour. C'est juste énorme. Donc quand François s'est retrouvé chez Ford en Puma, c'était un peu, comme il le dit lui-même, une ferraille. Patrick Legault dira à peu près la même chose, mais François était devant tout le monde. Et puis, il se battait avec Seb, et donc c'était merveilleux. Et puis après, il s'est retrouvé chef. La carrière de Seb a avancé parce que Fréquelin lui a offert des WRC. Du coup, Malcolm Wilson était obligé de faire la même chose avec François Duval, lui offrir des WRC parce qu'il ne fallait pas qu'un coq monte si l'autre ne monte pas. Je veux dire que surtout pour garder François Duval, il ne pouvait pas lui offrir moins que ce que Citroën offrait alors. Donc, WRC et François se retrouvent au rallye de Suède, jamais roulé sur la glace, jamais roulé sur la neige, jamais roulé en pneu neige, jamais roulé en Suède, poum. Et le deuxième jour, il taxe Colin McRae et Carlos Sainz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était fou. Mais Kalle Rovanperä et Oliver Solberg ne feront jamais ça. Jamais. Sinon, Kalle Rovanperä, ça se saurait, et Oliver Solberg aurait taxé Sébastien Ogier à Monza, en Catalogne, etc. Mais François Duval l'a fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, François Duval était le plus grand pilote, mais vraiment, que j'ai rencontré. Et je vous parlais de la course des champions Canaries. François Duval, donc, taxe correctement Sébastien Loeb dans ses éliminatoires. Ensuite, François se retrouve au volant des grosses voitures contre Marcus Gronholm, Tommy Mäkinen, Carlos Sainz, etc. Et c'est par élimination Kankkunen, etc. Et j'obtiens de Michel Mouton la faveur de copiloter François, donc d'être dans la voiture à toutes ces courses. Et on a gagné, il a gagné toutes les courses, c'était à côté de lui, c'était juste dingue. C'était complètement incroyable. Il a battu tout le monde. Et je pense qu'on était pratiquement en mi-finale lorsqu'un pneu a explosé. Et ce n'était même pas une faute. Juste il avait déjanté et sans rien toucher, d'autre qu'une grosse pierre cachée dans le talus, là, dans les bas-côtés. Sans quoi, il était en finale. Et en finale, il était en finale et moi aussi. Et il aurait pu faire un truc. Et je me rappelle d'un machin juste fou. Juste fou. Il y avait entre les quarts de finale et la demi-finale une manche de démonstration dans des sables de 500-600 chevaux, des sables de rallycross. Ouais. Des trucs énormes qui appartenaient à un pilote suédois qui s'appelait Ekström, je crois. C'était. Maquette Ekström. Non, c'est pas Ekström. C'était. Non, pas Stig Blomqvist. Perry Klund. Et donc, François Duval. Donc la course, c'est entre Marcus Gronholm, qui connaît ce genre de voiture et qui a souvent piloté cette Saab Turbo,
600 chevaux, un monstre. Hein. Et François Duval qui n'a jamais mis son arrière-train dans le siège. Et donc, on est en principe battu de chez battu, mais ridicule. Et le pilote vient trouver François et il lui dit en anglais est-ce que tu veux certaines explications? Et François me regarde, il dit qu'est-ce qu'il veut? Je ne comprends rien, parce que François n'avait toujours pas appris un mot d'anglais. Hein. Et donc, je dis à l'autre il dit est-ce que tu veux des explications? Il me dit non, je veux des explications. Il y a un pédale d'embrayage, de frein, de gaz, il y a une boîte de vitesse. Non, il n'y a pas des explications. Hein. Il dit oui, mais il y a la molette des freins là. Ouais, oui, s'il y a trop de freins avant, je change. Mais bon, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ok, on est au départ. Je me dis, il est tellement arrogant. Mais non, il a juste pas envie d'explications. Il n'a pas besoin. Départ. Je m'attends à ce que Grenoble nous mette 50 mètres dans la ligne droite de départ. Au départ, ouf, il bondit sur la. On est projeté en avant. Ouf, 600 chevaux. Et puis on tourne, il y a une épingle après 100 mètres, et il lance la bagnole dans l'épingle. Jamais conduite, hein, 600 chevaux en glisse, les pneus fument, hurlent. Et qu'est-ce que je vois dans le pare-brise? Je vois Grenoble. Nous, on est en train de sortir de l'épingle. Je vois Grenoble qui n'est pas encore arrivé dans l'épingle. Je ne sais pas si vous imaginez. Sur 100 mètres, il avait mis 50 mètres à Grenoble. Putain. Incroyable. Non, c'est juste énorme. Alors maintenant, pourquoi François Duval n'est jamais devenu champion du monde, etc. Toute l'histoire est énorme. Je la résumerai tout simplement. Sébastien Loeb a appris beaucoup à piloter. Il a progressé énormément dans sa carrière. Alors que François Duval, dès qu'il s'est mis dans une WRC, il était déjà au sommet. Donc, il n'a pratiquement rien appris. Il n'avait plus rien à apprendre, vous voyez. Et donc, petit à petit, Seb l'a rattrapé en qualité de pilotage, en qualité de stratégie de rallye, etc. Et Seb était aussi entouré de très, très bonnes personnes. François, peut-être un peu moins. Peut-être qu'il a reçu quelques mauvais conseils, notamment le conseil d'aller chez Citroën et de ne pas revenir chez Ford, alors que Malcolm Lawson avait fait une contre-proposition de revenir chez Ford et de ne pas aller chez Citroën. Mais François voulait absolument aller chez Citroën et son entourage aussi. Et je leur ai dit, vous allez être presse-purée, hein, vous allez être râpé parce que team français, management français, pilote français en face, pneus français, essence française, tout français. Non, ça n'ira jamais. Ouais, mais on m'a garanti que j'aurai la même voiture et qu'il n'y ait pas de team order. François, tu as tout faux. Il y aura des team orders et tu n'auras pas la même voiture si jamais tu chipotes avec Sébastien Loeb parce que là, tu vas dérégler la mécanique. Là. Tu es là pour empêcher les autres de prendre des points et pour que Seb en prenne un maximum et surtout pas pour en prendre à Seb. Ouais, on verra. Rallye de Monte-Carlo. François est très, 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 très bien. Hein. Et puis, régulièrement, c'est François, tu vas trop vite, il faut te calmer. Hein. François, tu vas trop vite, il faut te calmer. Donc, le petit François, il est déréglé dès son premier rallye. Deuxième rallye, pareil. Troisième rallye, pareil. Et puis, voilà. La fin de l'histoire est connue d'avance. François Duval a trop de caractère pour rester chez Citroën. Et comme en plus, son copilote dérègle aussi un petit peu sa façon de piloter, eh bien, un beau jour, François se retrouve sans copilote et Claude Satinet et Guy Fréclin ont une bonne raison de dire à François, tu restes à la maison. Mais quand 3 rallyes plus tard, François revient avec un nouveau copilote qui s'appelle Sven Smets, ils sont performants tout de suite, malgré la claque qu'ils ont reçue de se faire jeter, et ils gagnent quand même le rallye d'Australie. Et sur les 5 derniers rallyes de la saison, à part Corse, ils sont les plus performants. Il ne faut pas oublier. C'est pas les deuxièmes de mémoire, c'était juste après Loeb. Oui. Non. Donc, voilà. Et puis, alors, à la fin de l'année, Citroën arrête officiellement. François Duval est à pied. Et puis, commence la dérive. Il est récupéré par Ford. Coup-ci, coup-ça, par-ci, par-là. De temps en temps, Ford l'engage pour emmerder Sébastien Loeb au rallye d'Allemagne. Et il l'emmerde effectivement. Non, mais voilà. Je veux dire, c'est dommage. La carrière de François n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour Sébastien Loeb, parce que peut-être que Sébastien n'aurait été que 5 fois champion du monde, 4 fois, ou 6 fois, ou peut-être même 9 fois, mais il aurait eu devant lui un adversaire qui l'aurait fait vraiment chier tout le long, et les titres de Seb auraient été encore plus géniaux que ceux qu'il a décrochés devant Hirvonen, Latvala. Bon, Grenoble, c'est un peu, c'est énorme face à Grenoble. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Il était plus talentueux que le reste de la moyenne, quoi. Voilà, sans péril. Là, je ne dis pas que Seb a fait 9 titres sans péril, c'est pas vrai. Mais quand même, Citroën était une telle armée rouge, mais exceptionnelle, perfectionniste, méticuleuse. Donc, mais c'est juste dingue. La météo chez Citroën, les captages météo, c'était pratiquement un dossier à lui tout seul, quoi. Alors que dans les autres teams, ça se règle en 30 secondes. Et chez Citroën, on faisait des réunions sur la météo. Bon, c'était. Et c'était. Voilà. Bon, Seb a été dans une équipe ultra professionnelle, ultra méticuleuse, ultra perfectionniste au meilleur moment. Et il y avait peu d'adversaires et il n'y avait plus François Duval. Voilà. Okay. Et il nous reste le petit dernier, Thierry Neuville. Ah oui, c'est bon, on en a parlé. Thierry, j'ai envie de dire qu'il a un côté Duval, il a un côté Thierry, et il a un côté Thierry, il a un côté Loax. Il a un côté très belge, en fait. Il a un côté très belge dans la mesure où il a peur de rien, il fonce, ça c'est Duval, et aussi Loax. Et parfois il calcule, mais très peu. Et puis, il a peur quand même de déranger un peu comme Bruno Thierry. Et donc, il lui a fallu un peu de temps pour s'installer dans le costume d'un véritable guerrier en face de Sébastien Ogier. Ce que Sébastien Ogier, lui, n'a pas tardé à faire. Il était à peine installé dans une grosse voiture qui disait déjà à Sébastien Loeb, bon, toi, tu te casses, maintenant, c'est bon. Non, mais c'est vrai en plus. C'est un peu ça. Il a fallu un moment à Thierry Neuville pour se dire je pourrais le faire, quoi. Je pourrais vraiment le faire. Donc, je vais arrêter de me battre pour gagner la spéciale qui vient et celle d'après et d'être le premier ce soir au classement général et de gagner le rallye. Je vais arrêter ça, je vais arrêter et je vais commencer à calculer un peu comme Sébastien Ogier sur le rallye, sur le mois, sur la demi-saison, sur la saison. Comment est-ce qu'on agit? Stratégie, tactique, voire à distance. Et c'est ce qu'il a bien fait cette année. Maintenant, un peu par la force des choses, puisqu'il avait perdu Nicolas Gilsoul et qu'il héritait de Martin Waïda qui manquait d'expérience, qui manquait de planche et avec laquelle la communication n'était pas parfaite, il a bien dû rouler un cran en dessous et donc il a fait des perfs un peu en dedans. Troisième, deuxième, troisième, quatrième, troisième. Mais il s'est rendu compte, mais sapristi, mais ciel, ça marche, ça marche. Et s'il avait eu son gros couac, je crois, au Kenya et puis je ne sais plus où, eh bien, il aurait été compétitif jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je crois que Thierry, il a bien intégré tout ça. Il ne sert à rien d'être le plus rapide, de vouloir être le plus rapide tout le temps. Il faut être le meilleur à la fin de l'année. Et donc, il faut. Voilà. Donc, son côté fonceur, François Duval, son côté audacieux, Freddy Loax, est maintenant devenu un petit côté malicieux, Bruno Thierry. Tout vient à point à qui sait attendre. Et c'est peut-être pas un hasard que justement Bruno soit son ouvreur avec Julien Vial en championnat du monde.